L'homme a créé la machine et la machine a trahi l'homme. Donc on a eu quelques problèmes de machine, mais on va démarrer notre présentation. Ma présentation sera en français et elle va concerner un sujet qui, j'espère, intéresse beaucoup. Bien que le titre soit en anglais, la présentation sera en français. En anglais, c'est Managing QoS, Quality of Service, Link Aggregation, and Redundancy with Failover with MikroTik. Bien, je vais commencer par me présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Je suis Thierry Coutan, je suis ingénieur polytechnicien diplômé de l'école polytechnique de Yaoundé, un ancien éditeur et infographe aussi, développeur de plusieurs logiciels, donc un logiciel de gestion de maintenance et de paye, administrateur réseau aussi, dans toutes les couches, la couche 1 à la couche 7, on va dire. J'ai aussi fait dans la voie sur IP, dans les bases de données, certifié Linux LPI, fondateur de la société Infogénie Technologies, utilisateur de MikroTik, routeur OS depuis 1999, c'est-à-dire que ça fait 19 ans aujourd'hui que j'utilise MikroTik. Je suis certifié MCCNA, MTCRE, MTCW, IPv6 et je suis aussi le premier traîneur MikroTik francophone. Ce MOOM, c'est mon, je sais pas, peut-être le 10e MOOM. Après quelques-uns, nombreux en Europe de l'Est, Krakow, Varsovie, Wrocław. Et je suis heureux. Je voudrais remercier Nordmoons, je voudrais remercier Raivis et Caspar. Je voudrais remercier toute l'équipe de MikroTik pour avoir choisi le Cameroun pour tenir ce même en terre francophone et particulièrement en Afrique et précisément au Cameroun. J'ai parlé d'Infogénie tout à l'heure. Infogénie, c'est une entreprise de services et d'ingénierie télécom, informatique et télécom. Nous avons des services de fourniture d'accès à Internet, de téléphonie IP, je l'ai dit. Nous sommes membres fondateurs du point d'échange Internet du Cameroun, le CAMIX. Nous sommes fournisseurs d'équipements télécom aux opérateurs, bureau d'enregistrement du point CM, partenaires et distributeurs MikroTik, aussi bien pour les formations, dont nous sommes le premier centre à faire des formations en français au monde. Nous continuons la distribution de certains logiciels, certaines solutions d'intégration d'ERP. Bref, nous nous définissons plus comme un fournisseur de solutions technologiques aux entreprises, aux administrations, aux organisations et aux particuliers, avec une présence sur le marché de plus de 15 ans. Donc, les solutions, globalement, c'est l'accès aux services. J'ai parlé des solutions réseau télécom, communication unifiée. On a enrichi notre portefeuille avec la vidéosurveillance et la télésurveillance, biométrie et contrôle d'accès, et on fait également du GPS tracking. Ce sont des solutions qui sont pour la plupart en démonstration ici au MOM. Donc vous avez le salon Bamenda, vous pourrez y voir l'ensemble ou presque de ces solutions qui fonctionnent. Avec également quelques-uns des équipements que Nordmoons a présentés ici et qui sont là-bas en démonstration. Le sujet du jour, c'est comment garantir, je pose la problématique, comment garantir un fonctionnement performant d'Internet avec un maximum de disponibilité dans un environnement complexe qui prend en compte tant le comportement des utilisateurs que les difficultés, pour ne pas dire les défaillances des fournisseurs d'accès à Internet. Pardon. C'est un sujet vaste, parce que c'est un sujet qui nous touche en tant que professionnels IT, c'est un sujet
auxquels nous sommes confrontés quotidiennement et pour lesquels nous n'avons pas toujours de solutions ou de bonnes solutions. Le constat est que les besoins des utilisateurs augmentent sans cesse. Au début d'Internet, avec 64K qui coûtaient, je me rappelle, plus de 2 millions, on arrivait à travailler. Aujourd'hui, avec 64K, vous n'arriveriez même pas à téléphoner. Donc, les besoins augmentent. L'accès se généralise. Au début, dans les entreprises, quelques personnes avaient Internet. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Même les chauffeurs ont Internet, même les agents de sécurité ont Internet. Le développement du Wi-Fi et des terminaux mobiles pose aussi un grand challenge. Les entreprises déploient des bornes Wi-Fi, parfois sans sécurité, parfois avec une sécurité insuffisante, mais tous ces terminaux qui se connectent font une pression sur la capacité Internet. Et Internet coûte cher, les budgets ne sont pas infinis et les contenus ne sont pas locaux, ça veut dire que nous devons aller les chercher loin. Nous devons utiliser des moyens, la fibre, nous devons utiliser les satellites, nous devons utiliser... Bref, il n'y a pas beaucoup de contenus locaux et même quand il y a des contenus locaux, très souvent ils ne sont pas hébergés localement. Tout cela crée donc un engorgement, les plaintes des utilisateurs, l'instabilité des débits. Et comme on dépend de plus en plus d'Internet pour fonctionner, pour se divertir, pour travailler, ça crée un problème parce que quand on n'est pas en mesure de travailler, parce qu'on n'a pas Internet, il y a une perte de productivité. Et nous sommes confrontés tous les jours à ce type de situation sans toujours avoir une bonne solution, ou même quand on l'a, elle n'est pas automatique. Et pourtant, la plupart de ces problèmes, sinon tous, peuvent être résolus avec un seul équipement. Un seul équipement qui adresse donc quatre problématiques, je voudrais dire. La problématique de la qualité de service, la problématique du lien de secours, la problématique de l'agrégation de liens, on verra ça tout à l'heure, et la problématique de l'automatisation du backup ou de la redondance. Quand on parle de qualité de service, il faut d'abord comprendre que la qualité de service n'est pas simplement limiter le débit. Limiter le débit, c'est une chose, mais c'est surtout assurer la fluidité du trafic. Et certains trafics sont sensibles à la latence ou aux pertes de paquets, comme la VoIP, comme les vidéos interactives. Quand vous avez des paquets VoIP qui se perdent, vous avez de la voix qui est hachée. D'autres sont utiles à la gestion du trafic et leur limitation agressive peut détériorer l'expérience utilisateur. Si vous mettez une queue trop agressive, si vous limitez trop agressivement le trafic des utilisateurs, peut-être ils ne pourront plus effectuer des requêtes DNS et de ce fait, même ouvrir les sites, ils ne pourront pas le faire alors que cette résolution-là aurait pu se faire. Il y a d'autres trafics où ça n'a pas une grande incidence. Le trafic SMTP, si votre mail arrive 10 secondes plus tard, c'est vraiment pas grave. Si vous téléchargez un fichier et que ça prend 2 minutes de plus, c'est jouable. Donc, quand on parle donc de qualité de service, il s'agit d'arriver à gérer tout ce flux de trafic en garantissant sa fluidité pour les utilisateurs. Et dans RouterOS, cela se fait à l'aide des queues. Les queues ont plusieurs paramètres, parmi lesquels certains sont essentiels. Il y a le CIR, qui est la capacité dédiée que vous donnez à l'adresse ou à la plage d'adresse qui est concernée par la queue. Il y a le MIR, qui est le débit maximal que peut avoir l'adresse IP ou la place d'adresse IP qui est dans la queue. Il y a la priorité. Il y a également le type d'algorithme, le type de queue, qui est l'algorithme avec lequel les paquets vont être gérés. Il faut comprendre une queue comme une file. Et dans une file, il y a
une façon de gérer la file. L'autre chose qu'on confond souvent, qu'on ne maîtrise pas souvent, c'est que les queues ne s'appliquent qu'au trafic qui sort du routeur. Vous n'avez aucun contrôle sur le trafic qui vient sur votre routeur. Aucun. Surtout le trafic UDP. Parce que le trafic TCP encore, avec la fenêtre, vous pouvez arriver à le gérer, il va automatiquement diminuer. Mais le trafic UDP, vous n'avez aucun contrôle. Et donc, ça peut vous saturer la bande passante sur le lien WAN sans que vous ne le sachiez. Et le contrôle du débit de l'utilisateur se fait par conséquent à partir de l'interface LAN, d'une part, et comme le trafic qui sort par l'interface LAN va vers le client, va vers l'utilisateur, et de l'interface WAN pour le trafic que l'utilisateur envoie sur Internet. Les queues simples permettent de limiter facilement le trafic vers une ou plusieurs adresses IP. Et il y a un autre type de queues, les queues avancées, les queues HTB hiérarchiques, qui permettent de gérer le trafic vers une ou plusieurs adresses IP avec d'autres algorithmes et d'autres critères de répartition avancés. Et une de ces types de queues, c'est le PCQ, qui est un type de queue qui vous permet d'assigner un débit à un bloc d'adresse en assurant une répartition potentiellement équitable, ou je vais dire équitable, à tous les utilisateurs ou à toutes les adresses sources ou de destination qui sont concernés par ce bloc d'adresse. Donc, c'est une queue qui est très importante quand on veut faire de la qualité de service. Si vous voyez le schéma qui est là, quand on fait par exemple une queue sur le download à 512K, s'il y a deux utilisateurs, ils se partagent, deux utilisateurs qui saturent naturellement, ils se partagent les 512K en 256K chacun. Dès qu'ils deviennent 7, chacun a 73K si on a fait un partage équitable à partir de l'adresse avec une classification sur l'adresse de destination. C'est pareil, si on veut gérer 512K avec deux utilisateurs, on peut avoir 2 fois 128K. On peut avoir, s'il n'y a pas de limite, on peut avoir 4 utilisateurs qui ont 128K. On peut avoir 7 utilisateurs qui auront au maximum 73K. Donc ce débit se répartit pour tous les utilisateurs avec un maximum que chaque utilisateur peut avoir. Donc, quand on implémente la QoS, en général, je suggère de commencer par des queues simples. Commencez par des queues simples, vous testez, vous les monitorez. Il y a un outil dans Microtik qui s'appelle Torch qui vous permet de voir le trafic passer et donc de savoir si vos règles fonctionnent bien. Et puis vous avancez vers les queues HTB, les queues hiérarchiques, et notamment le type de queue PCQ dont on vient de parler. Et l'application de ça, c'est simplement que dans une entreprise, dans une organisation, vous pouvez classer les utilisateurs. Vous pouvez, dans le lab que vous pourrez voir, vous pouvez classer les utilisateurs en haut débit, moyen débit, bas débit, autre. Ça veut dire que autre, c'est peut-être le groupe par défaut. Si la connexion se coupe, ceux-là ne passent pas par le backup. Mais les autres, en fonction de leur grade ou de leurs besoins d'Internet, peuvent passer par le backup. Et en plus de la classification, il est possible de combiner cette méthode avec le marquage des paquets pour donner la priorité à de petits flux, on l'a vu tout à l'heure, du trafic ICMP ou DNS, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop affectés par la congestion. Donc, supposons que nous avons fait la QoS. On a bien reparti le débit. Il y en a qui ont le haut débit, il y en a qui ont le bas débit. Mais ça ne résout pas le problème que si la connexion part, on n'a pas de connexion. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'IT font recours à une liaison backup ou parfois même à plusieurs liaisons backup. Donc, on n'a pas encore maximisé la continuité et la disponibilité d'Internet et on fait donc recours à une liaison backup. Le backup, certains le font manuellement. J'ai 2 connexions, j'ai 2 ports. Quand ça ne passe pas, on appelle l'IT
S'il est au bureau, il va, il débranche à gauche, il branche à droite, il reconfigure. C'est un grand Manitou, il a fait revenir la connexion. Souvent, ça ne passe pas, on l'appelle, il n'est pas là. Et les gens ne peuvent pas travailler. Parfois, on s'est rendu compte qu'il y en a qui payent plusieurs connexions permanentes, des connexions de backup qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils n'utilisent que quand la connexion principale est partie. Ce n'est pas économique. Si vous payez une connexion, si elle ne vous est pas facturée à l'utilisation, pourquoi vous privez de l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser. Et si vous l'utilisez, vous améliorez l'expérience de l'utilisateur. Parce que vous apportez plus de capacité à l'entreprise ou à l'organisation. Et cette technique s'appelle link aggregation. Donc on arrive à utiliser plusieurs liens. Ce n'est plus vraiment du backup. On arrive à utiliser plusieurs liens simultanément pour augmenter la bande passante qui est disponible pour l'entreprise ou pour l'organisation concernée. Cela est possible parce que la majorité des routeurs board MikroTik ont à partir de 3 interfaces. Vous en avez qui ont même 13. Et vous pouvez même les monter sur des PC et en avoir, si vous prenez un PC qui a à l'époque 6 slots PCI, si vous mettiez des cartes qui avaient 4 interfaces, ça vous faisait 24 interfaces. Plus l'interface intégrée de la carte, 25 interfaces. C'est beaucoup. Et chaque interface peut être connectée à un fournisseur d'accès différent, avec des configurations différentes. Et vous pouvez même configurer des VLAN pour connecter sur chaque interface physique 4095 réseaux logiques. Donc, c'est vous dire les possibilités. Donc ça, c'est un schéma qui montre comment une entreprise, par exemple, a son réseau et a 4 connexions vers 4 fournisseurs d'accès différents, avec des débits différents, et qui tous vont sur Internet. Une fois qu'on a mis le backup, qu'on a mis 1 ou 2 ou 3 connexions, et qu'on a décidé de les exploiter simultanément, comment on fait? Un des moyens simples d'utiliser l'agrégation des liens, c'est l'Equal Cost Multipathing, c'est ECMP. ECMP, c'est un mécanisme d'acheminement des paquets le long de trajets multiples de coût égal. Ça veut dire que quand vous avez 2 passerelles par défaut, par 2 passerelles, on va dire, si vous avez plusieurs routes, plusieurs passerelles de même poids, le trafic va se répartir sur les dites passerelles. Donc, si vous avez 2 passerelles par défaut, par exemple, sur une route par défaut, vous aurez la moitié du trafic qui va aller vers la route 1, l'autre moitié qui va aller vers la route 2. Et comme ça, simplement, avec une seule commande, vous arrivez à utiliser les 2 liaisons simultanément. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut faire ce qu'on appelle du policy routing. Du policy routing, ça veut dire que vous devez décider, parce que quand vous faites le CMP, ce n'est pas vous qui décidez quel trafic va sur quel lien. Lorsque vous faites du policy routing, vous pouvez décider quel trafic va sur quel lien. Et vous pouvez décider de mettre les utilisateurs critiques, ceux qui ont le plus besoin d'Internet, ceux qui ont besoin de la capacité dédiée, par exemple, sur la liaison la plus stable, et mettre les autres utilisateurs sur le lien le moins stable. Donc, si vous avez votre boss, mettez-le sur le lien stable, ça vous évitera les problèmes. Vous pouvez également décider de mettre, par exemple, du trafic qui va sur YouTube ou qui va sur Facebook, sur un lien qui n'est pas filtré. On parlait tout à l'heure du CHR, où vous pouvez faire des tunnels sur le CHR. Vous pouvez décider de router une partie du trafic sur un tunnel
qui va sortir sur Internet et qui ne sera pas vu par les... Je n'ai rien dit. Ensuite, vous pouvez marquer le trafic à partir de différents critères et l'orienter vers des tables de routage différentes. Donc, c'est juste la matérialisation de ce que je venais de dire. Lorsque vous décidez vous-même de modifier les règles de routage par défaut et d'orienter le trafic en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la qualité que vous voulez donner à vos utilisateurs. Donc ça, c'est peut-être c'est un autre schéma où vous voyez le client, le réseau local du client, qui va sur son routeur. Il y a une connexion VPN sur laquelle il fait passer peut-être Facebook ou YouTube. Donc c'est vrai que dans ce schéma-ci, c'est toujours une seule connexion, mais le principe est le même. Donc, maintenant, quand on a amélioré, c'est-à-dire que depuis, on a dit, bon, il faut qu'on gère la qualité de service. On l'a fait. Internet est un peu plus fluide quand ça marche. Ensuite, on dit, on va augmenter les chances qu'on ait le service, qui est la continuité du service. On prend une liaison backup. On repartit le trafic par l'une ou l'autre méthode. Mais quand un lien est coupé, les utilisateurs qui passent par ce lien-là n'ont pas Internet. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent. Or, vous aimeriez bien avoir la paix d'esprit qu'on ne vous appelle pas quand un lien est coupé, d'où le besoin, après avoir géré la QoS, après avoir géré l'agrégation de liens, de faire de la redondance ou du failover sur l'infrastructure que vous avez. Donc, un moyen de faire du failover simple, c'est d'utiliser le poids des routes, donc la distance. Quand vous faites le failover, vous avez deux routes de distance différentes. Il y a une route qui est active. Si jamais elle ne passe pas, l'autre va prendre le relais. C'est pour ça qu'on dit une route avec une métrique faible. Et vous pouvez rajouter la possibilité de pinguer, avec Check Gateway, vous pouvez rajouter la possibilité de pinguer la passerelle ou de vérifier la présence de son adresse MAC dans la table ARP. Seulement, dans bien des cas, la passerelle de votre fournisseur d'accès Internet passe parce que c'est le routeur qui l'a installé, parce que c'est la radio marche. Mais toi, tu n'as pas Internet. Ce n'est pas parce que tu vois la route par défaut que ça veut dire que tu as Internet. Et donc, même parfois, vous avez votre compte PPPE qui est enregistré, mais il n'y a pas Internet. Ça veut dire que faire le failover simplement en utilisant le poids des routes est insuffisant. Vous pouvez également faire le failover avec NetWatch. Parce que le défaut du failover précédent, c'est qu'il ne vous permet pas de voir si Internet passe. Il vous permet de voir si votre passerelle par défaut passe, ou si la passerelle vers un réseau vers lequel vous voulez aller passe. Mais il ne vous permet pas de savoir si Internet passe. Vous pouvez utiliser NetWatch. NetWatch, c'est une facilité de MikroTik qui vous permet de contrôler l'accessibilité d'un node et d'exécuter des actions, des scripts. Donc avec NetWatch, vous checkez, vous pingez, je ne sais pas moi, un node sur Yahoo, un node sur Internet, et ça vous rassure que Internet passe par cette liaison-là. Et si Internet passe, c'est bon. Si ça ne passe plus, vous exécutez un script qui dit désactive telle route ou bien change la métrique de telle route pour qu'elle devienne maintenant la route active. Ça marche bien. Mais il y a un problème. Souvent, quand vous pingez trop un autre, il vous blacklist. Donc, vous commencez à avoir timeout, timeout, timeout. Même quand il ne vous blackliste pas, si vous configurez NetWatch, par exemple, à faire un check toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes, quand la connexion va partir, en moyenne, le temps que vous perdrez pour vous en rendre compte, c'est 5 minutes. Donc, 5 minutes, c'est beaucoup. Quand on veut la continuité, la disponibilité du service Internet, 5 minutes, c'est beaucoup. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de NetWatch qui désactive une route ou active une autre et active une autre en fonction de l'autre qui est pingé. Et vint les routes récursives.
vint les routes récursives. Parce que pour améliorer la gestion du failover, on peut faire appel à ce qu'on appelle les routes récursives qui sont depuis quelque temps supportées par Microtik. Ça n'existait pas dans les versions 2, dans les versions 3, dans les versions 4. Je pense que c'est à partir de la version 5 point quelque chose qu'on a commencé à avoir les routes récursives. Les routes récursives sont traditionnellement associées au protocole BGP. Parce qu'avec BGP, qui est le protocole qui route Internet, vous pouvez avoir comme passerelle par défaut un hôte sur lequel vous n'êtes pas directement connecté. Donc vous avez le réseau de Google, par exemple, vous avez une passerelle, mais vous n'êtes jamais connecté au réseau de Google, vous êtes connecté à Camtel, vous êtes connecté à Infogenie, vous êtes connecté à MTN, mais la passerelle que vous avez pour le réseau de Google n'est pas l'adresse que Camtel vous a donnée, mais une adresse qui est hors de votre réseau. Et ces routes-là, on utilise deux paramètres, scope et target scope. Ces deux paramètres qui permettent de déterminer les routes candidates à l'examen pour la décision de routage. Et lorsque vous fixez des passerelles qui ne sont pas directement accessibles via cette interface, ces routes-là sont donc dites récursives parce qu'il y a une première résolution avant de trouver. On sait qu'on va les atteindre, mais on va les atteindre par une interface locale. Mais c'est quand même cette adresse IP-là qui est introduite comme passerelle, comme gateway. Les routes récursives doivent être dans la table main. Ça veut dire que lorsque vous voulez définir une route récursive vers un autre, vous devez le définir dans la table main. Et les passerelles, ces routes peuvent devenir des passerelles dans les autres tables. Puisqu'on a parlé de policy routing, dans le policy routing, vous pouvez avoir plusieurs tables de routage, comme on l'a vu. Vous pouvez après définir ces autres-là comme des routes dans ces autres tables de routage. Et leur intérêt, c'est qu'elles permettent de détecter un problème au-delà de la connexion directe avec votre fournisseur d'accès Internet. En combinant le paramètre check gateway, parce que quand vous faites un check gateway, maintenant ce n'est pas la gateway locale qui est pingée, c'est la gateway, c'est l'autre sur Internet qui est pingé. Et c'est donc cet autre qui est pingé toutes les 10 secondes. Et lorsqu'il y a 2 délais d'attente, la route passe inactive. Ça veut dire que si vous avez une route récursive qui passe sur un fournisseur d'accès et que 2 pings vers cette autre-là ne répondent pas, cette route-là devient inactive. Vous voyez que avec une vérification toutes les 10 secondes, vous avez un délai moyen de perte de basculement qui est de 10 secondes. Qui est de 10 secondes. Donc c'est très court. 10 secondes, ça ne coupe même pas une communication téléphonique qui est en cours. Si vous avez une session SIP, 10 secondes, la session va continuer. Enfin, sous réserve que ce soit encore les mêmes adresses. Donc, pour éviter le blacklisting, je disais tout à l'heure que quand vous pingez trop un autre, il peut vous blacklister. Vous pouvez utiliser, il est possible d'utiliser des adresses de serveurs DNS. Parce que ces adresses-là, la plupart sont en Anycast. Donc, ça veut dire que le trafic est le plus proche de vous et ça vous consomme le moins de ressources possible. Et en même temps, ils savent qu'on les utilise. Donc, ils ne bloquent pas facilement. Sauf si vous leur envoyez un type de trafic qu'ils ne veulent pas. N'utilisez pas les DNS de Google, c'est trop populaire, parce que si vous utilisez les DNS de Google, vous risquez d'affecter vos utilisateurs. Parce que ça va forcer la résolution des DNS de Google vers une seule route, telle que vous l'avez définie dans votre table de routage main. Tout ceci marche bien s'il faut natter le trafic. Parce que si vous avez des adresses publiques et que vous utilisez des adresses publiques dans votre réseau, il n'y a que votre fournisseur qui peut les router. Même si le fournisseur secondaire acceptait que vos IP, que les IP du premier fournisseur transitent par chez lui,
les routeurs d'Internet vont toujours répondre chez le premier fournisseur. À moins qu'ils aient une liaison de peering, mais bon, ce n'est pas le cas la plupart du temps. Donc ça marche bien quand vous natez le trafic, parce que les adresses vont changer, les adresses sources vont changer automatiquement quand la connexion va partir et automatiquement quand la connexion va revenir. Donc, j'avais prévu un cas pratique, mais je pense qu'on ne va peut-être pas le faire parce qu'on a commencé en retard. Mais vous pourrez le voir dans notre atelier. Le cas pratique, vous avez une connexion, vous avez un client qui a 4 connexions, y compris même des connexions mobiles, où il paye la data, parce qu'il ne veut pas ne pas avoir de connexion. Donc il fait du NAT sur ses adresses locales. Je crois que cette présentation sera postée. Donc pour les configurations, vous pourrez voir. Donc on veut 4 niveaux de service, haut débit, moyen débit. On fait des PCQ, on peut faire des limitations sur le bloc d'adresse ou sur chaque queue dans chaque adresse. Ensuite, on fait du policy routing, donc on détermine ceux qui sortent prioritairement par le lien 1, ceux qui sortent par le lien 2, ceux qui sortent par le lien 3. Si le lien 1 tombe, quel est le second lien que chaque classe d'utilisateurs par lequel chaque classe d'utilisateurs va aller. Et il y a des utilisateurs qui, bon, s'il n'y a pas Internet sur le lien le moins cher ou le lien principal, ils vont attendre. Et ça, c'est souvent le cas des terminaux mobiles parce qu'ils consomment beaucoup de bandes passantes, ils se mettent à jour tout le temps, les gens sont sur WhatsApp, Facebook, les gens regardent les vidéos et pas toujours pour le travail. Donc après, on crée des listes d'adresses où on met les utilisateurs dans le groupe tel qu'ils vont être gérés. On fait du policy routing, on fait de la QoS, naturellement. On commence par le marquage des connexions, puis le marquage des paquets. On fait du masquerade et on route le trafic dans les différentes tables. Routage via ISP1. Après, on fait le backup en utilisant la métrique et les routes récursives. Et on choisit les zones de contrôle. Donc, par exemple, on peut choisir 4.2.2.2, puis on peut avoir 4.2.2.3. Et puis, pour tester, c'est facile. Premier test, vous faites un bandwidth test sur Internet, sur un routeur sur Internet, ou bien si vous avez un autre routeur MikroTik, vous générez du trafic. Comme ça, vous observez, en fonction de chaque adresse IP source, quel est le comportement du routeur. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que les utilisateurs haut débit ont vraiment le haut débit? Est-ce que les utilisateurs bas débit ont le bas débit? Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde demande plus de débit qu'il y a? Donc ça, vous pouvez le faire. Vous faites un trace-route sur le poste pour voir par quel lien chacun des utilisateurs sort. Vous changez le plan de service d'une adresse IP pour passer de haut débit à bas débit et vous observez, c'est live, c'est direct, vous voyez tout de suite si ça marche, si ça ne marche pas. Et pour faire le test de redondance, vous débranchez, vous lancez peut-être un ping continu, vous débranchez le premier lien, si vous savez que sort par le client que vous utilisez sort par le premier lien, vous attendez. En général, c'est très court. Vous avez peut-être un paquet ping perdu, puisque le ping sur Windows prend un peu de temps, si vous êtes sur Windows. Et puis, vous remettez la liaison, vous refaites un trace-route, et vous voyez si ça marche. Mais ça marche. Et donc, quand vous avez une telle configuration, vous êtes sûr d'avoir presque 99,5% de disponibilité et de ne vous battre qu'avec Eneo. Et quand vous avez 99,5% de disponibilité, votre boss est content et il vous fait une augmentation. Et il se vante que j'ai un IT qui est très fort, alors que vous avez tout fait pour travailler le moins. Donc, je vais résumer un peu pour les anglophones. J'espère que je vais m'en souvenir. So, the presentation of today was about quality of service, link aggregation, and redundancy with failover. The idea basically is to ensure that users in a corporate environment get appropriate bandwidth
to be able to work and to be able to use multiple internet links as much as possible. When using this multiple internet link, we have tried also to implement failover so that when a link is broken, the traffic is delivered through the link that are working, and once that link is recovered, that's what the traffic comes back to that link. So that's a setting which works. You can check it in our stand, the room Bamenda. You will see it live. You can test it. You can touch it. You can, and as Ramon said, you will be able to have a copy of this presentation and eventually all the configuration. So I thank you very much. I thank you for listening, and I hope I will answer all your questions if you do have them. Je ne sais pas s'il y a un seul micro, il y en a un deuxième. I've been too fast?